la maladie elle-même et comment elle se manifeste, etc. Mais j'accentuerai un peu plus sur le rôle de l'activité physique. Voilà. Alors, on y va on reprend la diapositive que vous avez vue tout à fait en fin de mon diaporama précédent. Et d'habitude, il y a cette espèce de déséquilibre chez les gens qui ont une alimentation équilibrée, qui font de l'activité physique et qui ont une bonne prédisposition génétique, hein, comme la statue de gauche, et par rapport à ceux qui ont un apport nutritionnel trop important, augmentation énergétique trop dense, gras, glucides, etc. Et surtout sédentarité, avec une prédisposition génétique pour l'obésité. Eh bien, ceci, dans le deuxième cas, donc gain en masse grasse, souvent associé à un syndrome, et c'est là où on arrive, cette masse grasse associée à un syndrome métabolique, risque accru de maladies cardiovasculaires, espérance de vie diminuée. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais attention, il est possible de souffrir de syndrome métabolique sans être obèse. Et de même, on peut être obèse sans souffrir forcément de syndrome métabolique. Il y a un peu plus de statistiques en faveur de la liaison des deux, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, comment améliorer les indicateurs de maladies métaboliques cardiovasculaires, ce qu'on appelle, enfin, ou autrement dit, le syndrome métabolique? Eh bien, la définition, le syndrome métabolique, ou syndrome qu'on appelle syndrome X, ou encore SM, syndrome métabolique, désigne l'association d'une série de problèmes de santé ayant en commun un mauvais métabolisme corporel dont l'origine reste controversée aujourd'hui. Alors, sédentarité, plus nutrition inappropriée, plus dérèglement des cibles métaboliques, avec des mécanismes communs. Aujourd'hui, on est quand même plein d'interrogations. Alors, malgré de nombreuses définitions qui ont varié dans le temps et selon les organismes de santé et selon les pays, l'OMS, 1998, et l'EGIR, European Group for the Study of Insulin Resistance, NCEP, etc., National Cholesterol adulte traitement, et IDF, International Diabète. Chacun s'est penché sur les problèmes de ces syndromes métaboliques et chacun donné quelques définitions. Donc, il y a parmi l'ensemble, il y a quand même, malgré les différences, il y a un consensus pour parler de syndrome métabolique dans le cas où au moins 3 problèmes, un des trois problèmes suivants sont associés chez la même personne. Alors voilà l'ensemble, facteurs de risque et normes limites. Obésité viscérale, tour de taille, 100 cm supérieur chez les hommes et 88 chez les femmes, même on peut aller un peu au-delà. L'hypertriglycéridémie chez les hommes avec les normes au-dessus desquelles on peut avoir quelques inquiétudes, les normes limites. Hein. L'hypercholestérolémie, excusez-moi, l'homme et la femme, ici. L'hyperglycémie à jeun, 5,6 millimoles, ce qui correspond à 1,1 ou à 1,26 grammes par litre. L'hyperinsulinémie permanente dépend aussi de la masse corporelle, donc il faut le mesurer en fonction de la masse corporelle. Et l'hypertension artérielle dépend de l'âge, supérieur ou égal à 13-14 mm de mercure au niveau systolique et 8,5 à 8,9 supérieur ou égal au niveau diastolique. Alors, quand on a parmi l'ensemble, quand un seul individu présente au moins 3 anomalies à ce niveau, ça peut être l'obésité, l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. Oui. Vous me pardonnez, monsieur, je vois sur le tableau hypercholestérolémie qui ne correspond pas aux normes limites devant l'hypercholestérolémie. Je pense que vous vouliez parler de l'HDL, non? Non, il y a les deux, hein. HDL et LDL. Les deux, c'est… Alors, moi, là, je vous donne un tableau qui a été publié par l'INSERM. Hein, donc l'INSERM, c'est généralement un organisme assez autorisé. Ce ne sont pas des normes qui sont personnelles, vous le pensez bien, ce sont des normes que j'ai… Je sais.
Mais tout de même, il reste, c'est des chiffres qu'on connaît très bien, nous les médecins. Oui. L'hypercholestérolémie, c'est généralement au-delà de 2 grammes, alors que là, on a entre les parenthèses 0,4 grammes par litre, 0,5 grammes par litre. Ça correspond pour nous à l'HDL, au bon cholestérol qui est diminué. Parce qu'on a déjà inférieur à. Ah bon, ben écoutez, ça, comme j'ai bien pris la précaution tout à l'heure de dire que moi, je ne suis pas un soignant, je suis quelqu'un qui fait des synthèses à partir de choses que je lis dans les documents, dans les livres. La plupart des livres que je lis sont des livres assez, comment dirais-je, informés. Alors, peut-être que vous avez probablement raison, ça doit être le bon cholestérol, le HDL, mais je ne vois pas alors au niveau de l'hypercholestérolémie. Au contraire, plus on a du bon cholestérol, me semble-t-il, peut-être que, ou alors peut-être que quand j'essaie de comprendre en même temps que je vous crois bien sûr totalement au niveau professionnel, mais j'essaie de comprendre peut-être que c'est le HDL qui est, mais alors là, inférieur. Dans les diapositives, oui. on trouvera les mêmes normes pour le HDL. Il faut juste avancer. Bon, alors, merci madame. C'est toujours une femme qui vient à mon secours. Hein. Moi, je suis gâté. Là. Non, mais... Donc, on se met d'accord sur l'HDL. Sur le HDL, puisque comme ça vient d'être confirmé, c'est bon, le bon cholestérol, il doit être supérieur. Bien sûr, c'est indiqué supérieur à 1,04, 0,4 grammes par litre. Chez la femme, le HDL, généralement, on le retrouve chez les gens qui font de l'activité physique plus que les autres. Bon, alors, de toute façon, vous avez bien fait d'apporter ce correctif et que l'on va retrouver un peu plus loin derrière. D'accord? Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, pardon, peut-être oui. Ici, ils ont mentionné l'hypercholestérolémie, mais ils n'ont pas mentionné la limite exacte, mais ils ont souligné seulement le taux d'HDL vu que c'est un protecteur. Peut-être oui, dans le comment dirais-je, dans le tableau que je vous ai envoyé, il me semble qu'il y avait HDL, que je n'ai pas sur écran. Est-ce que vous l'avez? Oui, effectivement. Bon. Il y a le HDL. D'accord. Donc, on doit le rectifier, d'accord. Donc, vous remettez à non, parce que vous avez reçu la version dans laquelle il y avait le HDL. Donc, sur cette version, vous ne vous référez pas à ce que vous avez sur l'écran maintenant même, mais vous vous référez à ce que vous avez dans mon envoi initial. D'accord? D'accord. Bon, voilà. Donc, nous sommes maintenant parfaitement d'accord. Allez, on avance, parce que là, ça va être un peu lourd, comme je termine toujours où j'essaie de vous mettre dans une situation de surentraînement. Alors, aujourd'hui, il y a cependant un consensus sur le fait que le syndrome métabolique, détecté chez une personne n'ayant déclaré aucun symptôme particulier, correspond à un risque d'accident cardiovasculaire multiplié par 3. Donc, le syndrome métabolique, par contre, ce risque cardiovasculaire par rapport à un individu réellement en bonne santé. Là, c'est un problème qui se pose à ce niveau et le syndrome métabolique décrit un état qui est considéré comme préfigurant plusieurs maladies graves, le diabète de type 2, par exemple, un risque 7 fois plus élevé chez les porteurs de SMED, c'est-à-dire le diabète, le syndrome métabolique, hein, que pour le reste de la population. Donc, 7 fois plus élevé. Troubles cardiovasculaires, artériopathie des membres inférieurs, donc accident vasculaire cérébral, l'AVC, risque de 1,26 à 2 fois 2 plus élevé selon l'OMS. Même, on s'interroge aujourd'hui même sur les problèmes de cancer, notamment de cancer du côlon et du sein. Alors justement, à ce propos, les deux cancers qui sont très soignables, entre guillemets, par l'activité physique, c'est précisément le cancer du côlon et du sein.
Les autres, c'est beaucoup plus problématique, mais là, on a de plus en plus de papiers là-dessus qui montrent que l'activité physique intervient favorablement pour contrecarrer les problèmes du cancer du sein et du côlon. Bon. Pourrait s'y ajouter la dépression ou anxiété, le déclin cognitif et peut-être la démence, voire même la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies en cours d'étude, le tabagisme et ou l'alcoolisme. Bon, j'espère que c'est pas au Maroc, je pense que vous avez moins d'alcoolisme qu'il y en a en Europe, augmente encore le risque cardiovasculaire et de cancer. Alors, l'insulinat, on va regarder d'abord le problème de l'insulinorésistance et le diabète de type 2. Alors, là, on sait que le diabète de type 2 est une maladie silencieuse qui prend ses racines au niveau de l'insulinorésistance et qui, lorsque cette insulinorésistance a été détectée, eh bien, le diabète non insulinodépendant, c'est-à-dire le diabète de type 2, met pratiquement 8 à 10 ans pour se déclarer d'une manière formelle. Alors, pendant cette période, on est un peu dans l'inconfort parce qu'on ne sait pas comment les choses se passent. Mais aujourd'hui, comment comprendre? Aujourd'hui, alors là, bon, moi, ce que j'ai fait là, j'essaie surtout de comprendre à mon niveau. Et alors, ma compréhension, je vous la transmets, enfin, ce que j'essaie de comprendre, c'est ça. En fait, on a des cellules cibles, hein, qui sont le muscle strié, le tissu adipeux, le foie, et les cibles ont des protéines, sont des récepteurs. Alors ici, c'est l'IRS1, c'est-à-dire ici, insuline, récepteur, substrat, et ont aussi des récepteurs, généralement au glucose, c'est le GLUT4. Hein. Là, c'est au niveau pancréatique, c'est le GLUT2. Autrement dit, ce sont des récepteurs qui vont introduire ce qu'ils reçoivent à l'intérieur de la cellule. Alors, comment les choses se passent? Au niveau de la glycémie. Bon, la glycémie, elle va être augmentée et elle va donc directement interférer au niveau du pancréas à partir des protéines qui sont sensibles au glucose, au niveau du glucose, au niveau du pancréas. Alors, donc, on est dans au départ, une augmentation du glucose sanguin. Et comment on peut expliquer ça? Alors, le glucose sanguin va enclencher au niveau des cellules bêta qui vont transformer la proinsuline qu'elle renferme en insuline. C'est le rôle un petit peu du glucose. Et lorsque l'insuline est donc activée et créée en quelque sorte à partir de la proinsuline, elle se déverse au niveau sanguin. Et cette insuline va avoir des capteurs, des récepteurs spécifiques au niveau des cellules cibles, c'est-à-dire ici, et transporter ensuite cette insuline jusqu'au transporteur de GLUT4 que l'on voit ici. Et l'insuline va aussi activer la glycogénolyse, le glycogène de synthèse, c'est-à-dire la formation la synthèse de formation du glycogène et même de l'hypogénèse dans les cellules cibles. Mais ce n'est pas tout. Le transporteur du GLUT4 va être ici activé au niveau du glucose et ce glucose va ici recevoir, donc la glycémie augmente, une partie va enclencher le processus d'activation de formation de l'insuline et l'autre partie du glucose qui va continuer à circuler va aller au niveau des récepteurs des GLUT4 à ce niveau-là. Alors, transporteur de GLUT4 plus ici le transporteur d'insuline va entraîner la glycogène synthèse, c'est-à-dire que la cellule cible capte un peu plus le glucose, hein, qui est circulant. Le GLUT4 donc, va former du glycogène. On sait que le glycogène, c'est tout simplement est formé de la synthèse des molécules de glucose et même de la lipogénèse. Et donc, si ce glucose est utilisé ici par le muscle, par exemple, ou le tissu adipeux ou par le foie, eh bien, ça fait qu'il va réguler, c'est-à-dire que la glycémie initiale qui était élevée, eh bien, va tendre à se réguler, c'est-à-dire va baisser. Donc, il existe cette espèce d'équilibre médié par l'insuline, donc qui déclenche tout le processus de transport du glucose et de l'utilisation de ce glucose pour la formation du glycogène et
et même au niveau lipogénique. Alors, donc, vous voyez que c'est une espèce de régulation. En fait, lorsque cette régulation est d'une manière ou d'une autre, et on va voir comment, dérégulée, si on peut dire, eh bien, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire l'insuline normale, donc déficit de conversion, donc l'insuline est anormale parce que entre la proinsuline et la formation, ici, la conversion de proinsuline en insuline, eh bien, il y a un problème. Il y a au sein du pancréas, le pancréas n'arrive pas à faire cette conversion. Donc déjà, l'insuline va être en quantité limitée. Ensuite, il y a la production donc insuffisante d'insuline, c'est l'insulinopénie. Hein, et donc, c'est deuxième cause à ce niveau-là. La dégradation par hormones antagonistes anticorps et anti-insuliniques. Donc là aussi, va jouer sur la quantité d'insuline. Et puis, il y a d'autres facteurs, nombre insuffisant et affinité moindre des récepteurs IRSA, donc moindre d'insuline qui pénètre à l'intérieur des tissus, et activité kinase et autophosphorylation insuffisante à ce niveau-là. Et enfin, transport insuffisant à l'intérieur du muscle. Donc, toutes ces causes vont pouvoir expliquer qu'il y a une insuffisance insulinique. Et cette insuffisance n'est pas uniquement, se situe pas uniquement à un niveau, peut se situer à des niveaux multiples, comme ceci est indiqué. Alors, quand le problème est posé, donc ici, l'activité insuffisante de la glycogénèse, de la glycogénèse, synthèse, la synthèse du glycogène, eh bien, va entraîner donc ces phénomènes que l'on va retrouver ici lorsqu'il y a une insulinorésistance, c'est-à-dire que l'hyperinsulinémie va peut-être être à ce niveau ici, la proinsuline et l'insuline vont être en quantité importante en amont. Pourquoi en amont? Parce que cette insuline, au niveau des récepteurs, les récepteurs ne la reçoivent plus, passage interdit. Donc, elle va augmenter dans le sang. On a une hyperinsulinémie réactive. Hein, et donc, tout va être lié, c'est-à-dire au niveau des glucates, comme il n'y a pas de transport de glucates à la périphérie, donc le muscle ne prend pas le glucose qui lui est transporté. Le glucose est à nouveau remis dans la circulation sanguine, et ce qui va entraîner une hyperglycémie. Donc, il y a par rapport à l'hyperinsulinémie qui est liée à des manques comment dirais-je, d'efficacité des récepteurs. Donc, à l'intérieur de la cellule, rien ne se passe. Et donc, il y a une espèce de rebond, c'est-à-dire les glucates ne prennent pas donc le glucose qui circule, et ce glucose, on va le retrouver dans le sang, et d'où l'hyperglycémie. Maintenant, est-ce que vous connaissez justement la résistance à l'insuline, l'indice de HOMA? Vous le connaissez, cet indice? C'est l'homéostase. Alors, ça aussi, c'est. Alors, quand on a une suspicion justement de résistance à l'insuline, c'est l'indice qui situe l'homéostasis Model Assessment, c'est l'HOMA. Eh bien, l'HOMA, c'est quoi? On fait un prélèvement pour évaluer les concentrations en glycémie, en millimoles par litre, que multiplie l'insulinémie en micro-unités par millilitre, et le tout divisé par 22,5, et un HOMA supérieur à 2,4 est significatif d'une résistance à l'insuline. Donc c'est un modèle hein, que proposent les biologistes pour estimer s'il y a un problème au niveau de la résistance à l'insuline, que l'on vient tout à l'heure d'essayer d'expliquer. Alors, bien que les mécanismes sous-jacents ne soient pas tous élucidés, il apparaît de plus en plus évident que l'insulinorésistance est un facteur commun à l'hypertension artérielle, à la maladie coronarienne et à l'obésité au diabète. Autrement dit, s'il n'y a pas que le diabète qui est la conséquence de cette insulinorésistance. Hein. Il y a d'autres causes, c'est pour ça que tout est lié au niveau des pathologies. Alors maintenant, on reprend
cette fois-ci, je suis dans le cas de l'insulinodéficience, pas résistance, mais déficience. C'est-à-dire qu'au sein de la cellule bêta, la proinsuline va difficilement donner de l'insuline. Et cette insuline va être en quantité vraiment minime et qui va, vous voyez, c'est les petits, tout à l'heure c'était des gros pointillés, là, une toute petite quantité. Donc c'est l'insulinodéficience. Et on retrouve à ce niveau l'insulinémie, puis pratiquement au départ, il y en a un petit peu qui s'écoule, et puis petit à petit, quand le pancréas est déficient, eh bien, c'est pratiquement, il n'y a plus d'insuline. Et alors, donc, on retrouve les mêmes phénomènes que tout à l'heure, c'est-à-dire les récepteurs sont inutiles puisqu'il n'y a plus d'insuline, et donc au niveau des GLUT4, c'est-à-dire des transporteurs de glucose à l'intérieur de la cellule cible, ben non plus, il n'y a pas de déplacement de ces GLUT4 vers les membranes extérieures, et on retrouve les mêmes phénomènes, c'est-à-dire qu'une hyperglycémie, enfin la glycémie qui va encore augmenter. Donc les diabètes de type 2 est installé cette fois-ci. Les principaux facteurs cliniques de l'insulinorésistance, c'est bien sûr que vous les connaissez bien, l'obésité, la graisse totale, graisse surtout viscérale, la sédentarité, les facteurs génétiques et l'âge. Alors, principale conséquence de l'insulinorésistance, c'est l'hypertension artérielle essentielle, l'augmentation des triglycérides, la baisse du HDL. On revient, cette fois-ci, c'est la baisse du bon cholestérol, si on peut dire, qui sont des conséquences directes du diabète de type 2. Dans le monde entier, on dénombre plus de 100 millions actuellement de diabétiques, sans compter les au moins 50 millions qui s'ignorent, donc qui n'ont pas été décelés et qui ne vont pas consulter, donc en consultation. Le terme diabète recouvre en fait deux maladies, mais vous les connaissez bien, c'est le type 1 et le type 2. Le type 1 qui représente 10 à 15% des diabètes, et souvent il intervient avant 20 ans. Et puis le diabète, celui qui va nous intéresser, non insulinodépendant, le NID de type 2, qui en principe arrive beaucoup plus tard. En principe, parce qu'aujourd'hui on constate avec les problèmes d'augmentation des enfants qui sont obèses et qui ont des problèmes métaboliques, normalement c'est après 5 ans, mais on a déjà diagnostiqué chez des enfants et des adolescents. Le diabète de type 2 représente, donc chez l'ensemble de la population, 85 à 90% des diabètes. Donc c'est la différence entre les deux. Maintenant, c'est le diabète de type 2 qui pose un problème de santé publique. Dans les pays industrialisés ou émergents, sa prévalence augmente avec le vieillissement, mais pas obligatoirement des populations, mais avec l'urbanisation, c'est-à-dire que très concentré sur des immeubles, etc., et avec des gens qui sont de plus en plus sédentaires, et avec le développement de l'obésité. Alors, la définition et la présentation. Le diabète se définit par une hyperglycémie, alors c'est là où on va être d'accord, glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre, 7 millimoles prise à 2 reprises, enfin relevé glycémie réalisée à 2 reprises, ou alors un seul prélèvement, glycémie supérieure à 2 g par litre, 11,1. Mais ça, je ne vous apprends rien, c'est vous qui pourrez m'apprendre des choses dans ce domaine, puisque c'est dans vos habitudes de côtoyer des problèmes des personnes qui ont des problèmes de diabète. Alors, souvent diagnostiqués de façon fortuite et asymptomatique, silencieux, on a vu au départ, pendant un certain nombre d'années avant qu'ils se déclarent, arrivent des sujets sédentaires et en surpoids. Ça, c'est toujours les deux constantes, sédentaire et surpoids. Après 40 ans, et aussi peut être lié à une hérédité familiale, donc il y a une interrogation qu'il faut avoir sur les filiations de l'individu qui vient vous voir, et accompagné d'hypertension artérielle et d'hypertriglycéridémie. Voilà, c'est le tableau que vous rencontrez souvent, en tout cas plus souvent que moi, puisque moi je ne soigne pas, je le répète, j'essaie de comprendre, c'est tout. Alors, rôle de l'activité physique pour lutter contre l'insulinorésistance et le diabète de type 2. Alors, la sédentarité représente probablement la première cause comportementale de la prévalence croissante de l'insulinorésistance et du diabète de type 2. Alors, il y a des publications là-dedans.
Alors, plus souvent associée à un régime, l'activité physique est très efficace pour prévenir l'apparition du diabète de type 2 chez les sujets à risque, avec en moyenne une diminution de 50% de son incidence. Hein. C'est une étude qui a été faite. Alors, j'attire votre attention que sur l'activité, sur le rôle de l'activité physique actuellement, on même des groupes qui ont réfléchi sur les problèmes du diabète de type 2 est prise en charge dès le départ, quand il n'a pas encore une incidence morbide très importante, eh bien, par l'activité physique, elle peut pallier même le médicament. L'activité physique est le meilleur médicament au départ, lorsque les personnes commencent à être décelées comme présentant un diabète de type 2. La réduction de l'incidence du diabète peut aller jusqu'à 65% si le niveau d'activité physique est important. Donc, encore, je cite les études d'où j'ai tiré ceci. Et les effets positifs peuvent être obtenus à la fois par l'activité physique de longue durée, d'intensité intermédiaire, pas intensité trop faible, hein, parce qu'on sait que pourquoi? Parce que ce sont les activités qui sont assez élevées, donc qui vont faire appel à l'utilisation du glucose et du glycogène, donc beaucoup plus qu'aux graisses, hein, et donc ce sont ceux qui vont nous intéresser dans le cas du diabète de type 2, 70% de la fréquence cardiaque max ou appréciation 4 à 5 sur l'échelle de Bohr. Vous voyez, on monte un petit peu par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure indiqué pour les personnes obèses. Oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, non? Bon, pas de question. Alors on continue. Mais vous voyez, ça donne quand même, et que par des exercices de renforcement musculaire. Donc là aussi, hein, c'est l'exercice qui monte en intensité et l'exercice renforcement musculaire, toujours pour la même raison, c'est-à-dire solliciter l'utilisation du glycogène musculaire et voire du glucose circulant, hein, donc qui sont liés aux intensités et aux exercices de musculation. Alors, effet l'origine multiple de l'activité physique sur le diabète, là c'est plus un peu mon domaine si vous voulez, c'est amélioration du transport et de l'utilisation du glucose par le muscle, hein, réduction de l'insulinorésistance, que l'activité physique soit pratiquée de façon intense ou modérée, c'est Oumar et ses collaborateurs, réduction de l'incidence des maladies cardiovasculaires lorsque le diabète de type 2 est avéré, et puis ensuite utiliser comme prévention primaire et prévention secondaire, l'activité physique fait partie des recommandations des sociétés savantes. Hein, aujourd'hui, il y a consensus et donc même recommandations des sociétés savantes pour contrecarrer ces problèmes de diabète. Donc, si vous avez des diabétiques à soigner, bien sûr, proposez-leur de l'activité physique. Alors, maintenant, l'hypercholestérolémie. Alors, la même chose, quand seul le cholestérol est augmenté, il s'agit d'une hypercholestérolémie pure. Seul le cholestérol est augmenté. Quand l'augmentation concerne à la fois le cholestérol et les triglycérides, il s'agit, je pense que vous le saviez, hein, de dyslipidémie mixte, c'est-à-dire une augmentation des lipoprotéines qui transportent le cholestérol et celles qui transportent les triglycérides. Il peut aussi exister une augmentation isolée des triglycérides sans que ça soit obligatoirement une hypercholestérolémie ou dyslipidémie mixte. Alors, comment comprendre? Alors, la même chose, c'est moi, j'essaye de comprendre toujours par mes petits schémas. Alors, il faut savoir que le cholestérol alimentaire et les triglycérides n'apportent que 30% hein, de ce cholestérol au niveau hépatique. Mais ces 30% plus au niveau du foie, bon, il y a une synthèse, la synthèse hépatique elle-même est à l'origine de 70% du cholestérol que nous avons dans notre organisme. Alors, donc, il ne faut pas qu'incriminer l'alimentation, il y a d'autres facteurs aussi que les facteurs alimentaires. Donc, lorsque on a tout le cholestérol au niveau hépatique, à chaque fois, cholestérol apporté et le cholestérol synthétisé, bon, est déversé dans le flux sanguin et transporté par les lipoprotéines. Alors, l'hypoprotéine, normalement, quand un individu fait suffisamment d'activité physique, eh bien, ce sont les lipoprotéines
et enfin, qui sont immédiatement grillés par l'activité physique, si on peut dire, pour fournir l'énergie nécessaire à cette activité. Ou quand l'activité devient insuffisante, bien c'est le LDL, enfin, c'est l'activité, le mauvais cholestérol, comme on le dit, et alors c'est lui qui est à l'origine justement des obstructions artérielles et autres que l'on peut voir, où on détecte des athérome, comme il est indiqué ici, qui vont au niveau cardiaque, au niveau des coronaires, vont boucher les petites artères coronaires pour donner de l'athérosclérose. Hein. Et donc, mais ça vous le connaissez parfaitement, c'est votre job, c'est beaucoup plus votre job que le mien. Alors, à ce niveau-là, le HD qu'on fait, le cholestérol, donc le LDL, lui, va obstruer les artères, alors que le HDL, lui, va être presque va servir de ramoneur, si on peut dire, au niveau de l'endothélium, c'est-à-dire la couche interne des vaisseaux. Et puis le HDL, donc, va avoir, c'est pour ça qu'on appelle le HDL, et reversé dans la circulation. Et LDL plus HDL, c'est comme pour revenir à la discussion que nous avions tout à l'heure, est égal au cholestérol total. Donc, il est intéressant d'avoir cette notion de HDL pour estimer si le cholestérol total est véritablement délétère ou peut-être que s'il y a une augmentation importante du HDL qui peut expliquer cette augmentation du cholestérol total, auquel cas, ben, c'est tout bénéfice. Alors, lorsque le HDL est produit en quantité importante, eh bien, va à nouveau aller au niveau sanguin, au niveau hépatique, et donc va contribuer à améliorer le problème de la synthèse hépatique. Alors, quelques indicateurs biologiques à surveiller, mais vous les connaissez bien, glycémie à jeun entre 0,80 et 1 g par litre, le cholestérol total 1,80 et 2,50 g par litre, le cholestérol HDL supérieur à 0,35 et les triglycérides inférieurs à 1,5. Ça, c'est les valeurs usuelles, hein, habituelles. Donc, si on est au-dessus, au-dessous, bon, c'est là où on va commencer à s'en inquiéter. Alors, que faire quand on a trop de mauvais cholestérol, le LDL? La première étape est de modifier son alimentation. Ça, bien sûr, ce que vous indiquez habituellement à vos patients, c'est-à-dire manger beaucoup de légumes verts et de crudités. Alors, ensuite, utiliser des huiles végétales, tournesol, olive, colza, pour la cuisine et les assaisonnements. Manger légèrement le soir, ça c'est important, et se rattraper le matin au petit déjeuner. C'est pendant la nuit que le foie fabrique du cholestérol, synthétise le cholestérol. Donc, si au dîner, le soir, vous mangez beaucoup de graisses saturées, elles vont favoriser l'augmentation du mauvais cholestérol. C'est parce que c'est la nuit que les choses se passent. Ensuite, manger du poisson, y compris des poissons gras, au moins 2 fois par semaine. Mais là aussi, bien sûr, ça va dépendre du niveau socio-économique des patients que vous allez recevoir. Mais déjà, aux patients qui ont un petit niveau socio-économique, déjà, vous leur conseillez déjà ça, et ça, c'est déjà pas mal. Bon, aussi, leur dire, attention, le soir, il ne faut pas manger trop gras. Après, manger du poisson, c'est déjà un peu plus cher, peut-être, le poisson, mais pourquoi pas, plutôt que manger des viandes, surtout des viandes grasses. Et aliments à éviter, beurre, crème, viande grasse, hein, fromage gras, pâtisserie, viennoiserie, tarte salée et pizza, qui comportent souvent une grande quantité de graisse. Hein. Donc, attention aux pizzas, qui sont des aliments faciles à trouver et à manger et à faire cuisiner, mais il y a des conséquences importantes. Alors, apprenez à vos patients à savoir lire les étiquettes sur les aliments et les plats préparés, achetés. Souvent, elles apportent de nombreuses informations surtout sur la quantité de lipides et leur type, éviter les graisses animales et les plats comportant une grande quantité de lipides. Donc, il faut bien les sensibiliser, surtout pour les personnes qui ont du cholestérol élevé et surtout le LDL. Alors, deuxième étape, simultanée à la première, donc non seulement l'alimentation, mais faire de l'activité physique. Si aucune complication cardiaque n'est diagnostiquée, là aussi, il faut que l'examen cardiaque soit préalable à tout programme d'activité physique, surtout quand ce programme va comporter
des intensités un peu plus élevées. Alors, recommandations identiques comme prévention primaire et secondaire de l'insulinorésistance, du diabète. Vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes types d'activité physique et d'intensité, durée, temps de récupération, etc., que dans les autres maladies, hein, le diabète et autres. Utiliser la marche, là, on n'est pas, si les personnes ne sont pas obèses, bon, ben la marche, ça va encore, la course, ça ne rentrera pas. Le vélo, la natation, le jogging, le rowing, c'est le tank à ramer, vous savez, et bien sûr le renforcement musculaire avec des charges et des pourcentages progressivement de plus en plus élevés, où on peut aller jusqu'à 60 à 80% d'une charge. Alors, à ce propos, ça y est, je vous ai envoyé, je ne sais pas si Asna vous l'a dit, les tableaux, hein. Je pense que vous l'avoir dit déjà peut-être ce matin. Et je vous ai à nouveau, vous retrouverez sur votre plateforme le texte modifié, le texte complété de ce matin. J'ai tout envoyé, hein. Vous les avez à votre disposition. Ils sont Alors, bien. écoutez, je suis efficace, hein. Vous allez tout retrouver, hein, là. Alors, les recommandations, alors là, vous allez sourire, hein, puisque vous allez toujours, c'est mon dada, ça. Hein. Recommandations générales, fréquence 4 à 6 entraînements par semaine, c'est possible, hein, mais ne pas descendre en dessous de 3. Être assidu, donc le fréquence, assiduité, au moins pendant les 3 premiers mois, et ensuite entretenir sa condition physique par au moins 2 à 3 séances. Alors, c'est au départ, les 4 à 6 entraînements par semaine, sont pendant les 3 premiers mois. Ça, il faut impérativement. Et après, on peut diminuer 2 à 3 séances d'entraînement par semaine. C'est pour ce qu'on appelle l'entretien. Ensuite, l'intensité modérée, 3-4 sur l'échelle de bord, alternée avec des périodes à intensité sensiblement plus élevée, 5 à 6 sur l'échelle de bord. Temps, durée moyenne de 30 minutes, mais si on peut en faire plus, eh bien, c'est tant mieux. Progressivité de 15 à 40, au départ de l'entraînement, on va à 15 minutes, après on va à 20 minutes, 25, 30, 35, et 45 minutes, ça peut être un objectif de 45 minutes par séance. L'alternance, donc exercice pendant 8 à 10 minutes, parce que on n'est pas obligé de faire du travail continu, 8 à 10 minutes, avec de la récupération passive de 1 à 2 minutes, doit être observé au début des programmes, puis progressivement remplacé par l'activité continue. Mais pour y arriver, à 45 minutes, il faut prendre tous les intermédiaires. Spécificité, tenir compte de l'état du sujet, bien sûr, c'est vous qui établissez le diagnostic initial, et de ce qu'il ressent pour ajuster les contenus. Donc, il va avoir un feedback une discussion entre lui et vous, entre le patient et vous. Maintenant, les pathologies cardiovasculaires. Alors, les maladies cardiovasculaires liées à une surmortalité chez les patients ayant un accident cardiovasculaire. Alors, 772 hommes ayant eu un accident cardiovasculaire suivi pendant 5 ans. Alors, taux de mortalité pour 1000 personnes ici par année. Alors, ici, inactivité, 323 personnes. Eh bien, l'inactivité, vous voyez, c'est le taux qui monte à 60% de ces personnes-là. Puis ensuite, activité légère, déjà on voit ici que l'activité légère contribue très largement à faire baisser le taux de mortalité, même légère, hein. Activité modérée, ici 100 personnes, et ici l'activité vigoureuse, là attention, on remonte un petit peu si la personne n'est pas bien suivie au niveau, sur le total, mais sur les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, bon, il faut avoir une certaine vigilance, mais quand même, la mortalité chez ces personnes est nettement inférieure à celle que l'on observe lorsque la personne est totalement inactive. Alors, l'inactivité physique majore le risque d'événements coronariens chez les personnes en surpoids, donc toujours surpoids et problèmes coronariens. L'inactivité physique majore le risque d'événements coronariens chez les patients en surpoids. Donc, lorsque l'IMC est supérieur à 29, l'activité physique 1 heure par semaine, risque relatif d'événements coronariens 1, et là, au départ, et lorsque est inférieur à 29, l'activité 1 heure par semaine, bien, vous voyez que le risque est diminué à 0,79
qui est lié en fait au problème d'obésité. Et lorsque l'IMC est supérieur à 29, et avec une activité physique cette fois-ci de 4 à presque 7 heures par semaine, eh bien on voit que même dans ce cas-là, avec une IMC élevée, eh bien le risque d'événements coronariens baisse aussi. Les facteurs de risque, bon, vous connaissez, le vieillissement, l'obésité, les lipides sanguins, l'hypertension artérielle et le tabac. Les principaux types d'affection cardiovasculaires, les maladies coronariennes, l'hypertension, l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, les autres affections cardiovasculaires, affections vasculaires périphériques, donc souvent qui se caractérisent aussi par des problèmes au niveau de la peau, les maladies valvulaires, le rhumatisme articulaire aigu et les malformations congénitales, hein, les autres affections qui peuvent donc altérer le problème cardiovasculaire. Il n'y a pas que les facteurs métaboliques. Les facteurs de risque de maladies coronariennes, facteurs de risque primaires, tabagisme, hypertension artérielle, lipidémie, LDL, cholestérol élevé, HDL, cholestérol bas, triglycérides élevés, inactivité physique. Alors toujours, on retrouve ce problème de sédentarité dans les facteurs de risque primaire. Hein. Et maintenant, facteurs de risque secondaire, donc susceptibles de prévention, l'obésité, le diabète, le stress, c'est-à-dire que quand ces affections sont là, eh bien, ça peut permettre d'être des signaux de prévention et non susceptibles de prévention. Là, on peut les faire diminuer. Les antécédents familiaux, ça c'est quasiment génétique. Le sexe masculin est plus exposé, encore que maintenant de plus en plus les femmes ont le même type de vie que certaines femmes que le sexe masculin. Donc, à ce niveau-là, elles rejoignent un peu les inconvénients que rencontrent les hommes. Et l'âge avancé. Bon, risque d'événements coronariens selon le niveau d'activité physique. Alors ça a été fait sur 78 000 infirmières suivies pendant 8 ans. Hein, c'est une étude qui avait été bien menée là. Activité physique heures par semaine. Ici, avec un IMC supérieur à 29 et ici avec un IMC inférieur à 29. Risque relatif, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on voit qu'avec l'activité physique simplement avec 1 heure par semaine, 79, et là, risque relatif 1, etc. Avec, bien sûr, avec un risque accru lorsque l'IMC est supérieur à 29. C'est très, très net, donc il y a à la fois un problème d'activité physique ou d'inactivité physique et d'IMC qui sont à l'origine de l'augmentation des risques cardiovasculaires. Les facteurs de risque de l'hypertension artérielle, maintenant, susceptibles de prévention, la résistance à l'insuline, l'obésité, le régime alimentaire, les prises de contraceptifs oraux, l'inactivité physique. On la retrouve toujours. Les risques aussi non susceptibles de prévention, l'hérédité, les antécédents familiaux, l'âge, la race, les Africains et les Latins ont des risques un peu différents. Hein, les Africains sont plus exposés que les Latins. Ensuite, l'hypertension artérielle idiopathique ou dite essentielle résulte de l'interaction de plusieurs facteurs. Alors, génétique, ensuite, consommation élevée de sodium, les personnes qui salent trop leurs aliments, surcharge pondérale, toujours, résistance à l'insuline et bien sûr l'inactivité physique. Enfin, les stress aussi, les personnes qui ont un métier ou une vie stressée, on les retrouve aussi souvent hypertendus. Et le tabac, caféine et drogue, tout ça aussi peut intervenir à ce niveau-là. Ensuite, quelques chiffres limites des différents niveaux d'hypertension sévère. Alors là, j'ai eu des personnes qui ont un petit peu contesté, c'est les chiffres qui donnent l'INSERM, hein, c'est l'INSERM qui donne ces chiffres. Pression systolique, pression diastolique, supérieure à 180 mm de mercure et supérieure à 110, encore que là, c'est bien sûr l'hypertension sévère, l'hypertension stade 2 et la pré-hypertension. Quand on a pendant quelque temps de l'hypertension ici systolique supérieure à 120 et un peu inférieure à 140, déjà on peut se préoccuper parce que ça risque de s'aggraver et de devenir stade 1, stade 2, voire sévère. Hein. Et avec, ce sont des indicateurs que vous devez avoir tous à votre disposition.
Effet attendu de la pratique régulière. Voilà, ça c'est plus intéressant pour moi en tout cas, et c'est ce que je veux essayer de vous convaincre à faire avec vos patients si vous n'êtes pas déjà convaincus. Associé au traitement médicamenteux, l'entraînement physique régulier fait partie des recommandations dans la prise en charge de l'hypertension. Entraînement modéré. Alors attention, quand on a de l'hypertension, il vaut mieux éviter les exercices avec charge, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir un problème de tension supplémentaire au niveau, notamment au niveau de la poitrine, et qui peuvent augmenter la compression de toute la circulation sanguine à ce niveau-là et donc être à l'origine de cette hypertension. Entraînement modéré à intensité correspondant à 40-50% de la PAM à raison de 5 séances par semaine. Réduction de la pression sanguine artérielle. Alors là, il y a 3 à 4 mm de mercure pression. Ici, voilà toutes les études que j'ai pu relever. 3 à 4 mm pression systolique, 2,4, c'est les diminutions, la réduction de la pression artérielle, de 2,4 pression diastolique chez les normotendus, chez les normotendus, mais chez les hypertendus, et respectivement de 11, donc réduction de 11 à 8 mm de mercure chez les sujets hypertendus. Ensuite, si l'assiduité a au moins pendant 3 ans, amélioration se maintient aussi bien au repos qu'à l'effort. Et son effet est comparable, voire supérieur à celui de la monothérapie médicamenteuse. Ça arrive. Donc, on peut donc diminuer d'une manière considérablement lorsque même chez les gens qui veulent éviter de prendre des médicaments par l'activité physique, mais lorsqu'il y a une monothérapie médicamenteuse, on peut aussi améliorer d'une manière relativement importante ce qui s'ajoute à cet apport médicamenteux. Ensuite, l'activité régulièrement pratiquée en respectant les recommandations du FEPA, on a vu, est susceptible de différer, voire de rendre inutile le traitement. Vous lisez bien, c'est-à-dire que les médicaments peuvent être... Alors, le centre là, avec lequel je vais faire souvent des prestations à Paris, qui s'appelle Monstad. Alors, je vous demanderai de regarder par Internet. Vous voyez, Monstad, c'est facile, Monstad, qui se touche, Monstad. Et vous regarderez tout ce qui se fait. Et vous allez voir que là, nous, on a un groupe de cardiologues, de médecins du sport et d'étudiants en éducation physique qui sont spécialisés en activité physique adaptée. Eh bien, on tend de plus en plus à dire aux gens, on va essayer de remplacer le médicament, et le médicament est le meilleur, l'activité physique est le meilleur des médicaments pour bien des maladies. Pardon. Oui. Pour cet entraînement-là, 40 ou 50%. J'entends pas. Pour l'entraînement, pour la prévention. Oui. Tu as parlé de 40 à 50% de... J'entends pas. Oui. Oui, là c'est mieux. Je ne sais pas, au revoir. L'entraînement. Oui. L'activité physique, c'est pas... Ouais, enfin, on peut appeler entraînement, oui. Oui. Tu as parlé de 40 à 50%. 40 à 50% de la puissance aérobie max, c'est ça? De séance par semaine. C'est faible, 40 à 50% de la PAM. La durée de... Mais de toute façon, on sait que la durée, c'est une durée longue, c'est-à-dire c'est un travail aérobie. C'est des durées, mais pour ne pas effrayer les personnes, moi j'ai tendance à dire qu'au départ, on commence par 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et l'objectif, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ça peut être 45 minutes. Et vous voyez, de toute façon, c'est de l'activité de longue durée. Et elle peut être répartie en séquences. Mais alors, pour les gens qui ont des problèmes d'hypertension, il vaut mieux carrément faire de l'activité de longue durée. C'est beaucoup plus favorable pour eux que de l'activité intermittente à intensité élevée, pour les hypertendus. Il faut savoir relâcher tout ce qui est à l'origine de cette hypertension. Et quelquefois, c'est des problèmes qui sont sympathiques,
par le nom, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'activité de longue durée, on va surtout agir sur le relâchement sympathique et pour aller vers un relâchement lié à de l'influence plutôt parasympathique, hein, c'est-à-dire moindre décharge d'adrénaline et de catécholamine en général. Hein. Merci. Voilà. Alors, ensuite, l'activité physique régulièrement pratiquée en respectant les recommandations est susceptible de différer, voire de rendre inutile le traitement médicamenteux si un sujet hypertendu. Donc, prévention secondaire. Déjà, il est hypertendu. Mécanisme possible, là aussi. Adaptation résultat de l'entraînement aérobie. Alors, aérobie, hein, j'ai bien dit. Alors, il peut y avoir 3 mécanismes possibles. Neuro-humoral, vasculaire, voire structurel. Alors, en ce qui concerne neuro-humoral, on observe une baisse des effets vasoconstricteurs, ce que j'ai indiqué, du système sympathique, et une baisse du niveau des catécholamines, donc moins d'adrénaline, noradrénaline surtout, et lorsqu'on fait une activité de longue durée. Donc, baisse des vasoconstricteurs, qui sont de nature à resserrer les fibres des vaisseaux sanguins, et baisse du niveau des catécholamines, donc neuro-humoral. Au niveau vasculaire, ça va être le NO. Au niveau du cœur, meilleur remplissage diastolique, ventriculaire. Donc, si on a un meilleur remplissage diastolique, on a une vasodilatation d'augmentation de l'endothélium dépendant au niveau du ventricule. Donc, lorsqu'on a un meilleur remplissage diastolique, on a un meilleur débit cardiaque, et donc avec une conséquence sur la vasodilatation qui est l'endothélium dépendant. Et justement, cet endothélium va avoir aussi, à ce niveau-là, au niveau des vaisseaux, une augmentation de la production de monoxyde d'azote, NO, par l'endothélium, d'où relâchement des fibres lisses et vasodilatation vasculaire. Tout ça lié donc à l'adaptation aérobie. Au niveau structurel, eh bien, on a une augmentation des capillaires sanguins, donc l'angiogénèse périphérique. Donc, on a un débit capillaire augmenté parce que le lit périphérique à distance donc, impose moins de résistance, c'est-à-dire il est beaucoup plus large, et ce qui fait que l'hypertension en amont va diminuer puisque là, le sang a beaucoup plus d'espace pour circuler. Donc, voilà les 3 principales causes, enfin les principaux mécanismes qui sont induits par l'activité physique régulière. Hein. Attention, c'est toujours régulièrement pratiqué au bout d'un certain temps. Hein. C'est au moins au bout de 3-4 mois d'activité physique. Donc, le terme d'assiduité prend toute sa résonance. Alors, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, thrombose cérébrale, bon, vous connaissez bien, obstruction des artères, caillots de sang à l'endroit d'une lésion athéromateuse, l'embole cérébrale, migration d'un amas divers caillots, etc., débris cellulaires bloqués par un vaisseau cérébral obstrué, et les lésions d'athéromateuses sévères, rétrécissement considérable, voire total de la lumière du vaisseau. Donc, c'est les différentes causes de l'AVC. Alors, aujourd'hui, pratiquement l'activité physique, c'est thérapie assez récente des conséquences de l'AVC. Alors, bien sûr, si la personne a des conséquences graves, c'est-à-dire qu'elle est complètement paralysée, hémiplégique et autres, mais même chez les personnes qui ont ce problème-là, d'hémiplégie, on observe chez elles un déconditionnement à l'effort après AVC. Donc, parce que les personnes ont été mises dans des conditions où justement on ne veut pas aggraver, mais une fois que ce déconditionnement et la durée après AVC décidée par le médecin, la plupart du temps ce sont les spécialistes neuro, hein, qui disent bon ben là il peut reprendre une activité. Bien, aujourd'hui on va vers le renforcement musculaire dynamique contre des résistances. Pourquoi? C'est parce que même si une personne a une partie paralysée, l'autre partie qui fonctionne va devoir être beaucoup plus résistante
Il ne faut pas que ces personnes tombent dans une association de la paralysie d'un côté avec l'absence du travail musculaire de la partie non atteinte. Donc, c'est presque du renforcement musculaire de compensation. Contre-résistance, réduction sur tapis roulant avec suspension alors rééducation sur tapis roulant, pardon, avec qu'on fait des harnais de soutien. Ça se fait beaucoup dans les centres de réadaptation. Activer l'automatisme de la marche, donc retrouver pour les personnes qui ont eu des problèmes au niveau, par exemple, des membres inférieurs. Entraînement aérobie, plus renforcement musculaire, égale amélioration de la vitesse et de la durée de la marche et de VO2 max. C'est une étude qui a été faite par Pong et ses collaborateurs qui ont bien montré ça.